Une femme aux cheveux blancs se tient devant ses juges. Elle a 37 ans. Elle en paraît 60. On l'accuse d'avoir couché avec son propre fils, un enfant de 8 ans. Cette femme, c'est la reine de France. Et cette accusation monstrueuse n'est pas un accident. Elle est l'aboutissement de 15 années de propagande, des centaines de pamphlets obscènes, des gravures pornographiques, des rumeurs fabriquées de toutes pièces. Mais le plus troublant, ce n'est pas l'accusation elle-même. C'est que ceux qui l'ont lancée ne venaient pas du peuple. Ils venaient de son propre camp. Des princes, des ducs, des courtisans qui dînaient à sa table. À la cour de France, il existait une arme plus redoutable que le poison, plus efficace que l'assassinat. Une arme qui pouvait détruire une femme en quelques semaines, sans laisser aucune trace de sang. Et personne, ni reine, ni duchesse, ni simple dame de compagnie, n'était à l'abri. Avant de plonger dans cette histoire, dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Et si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire de France, abonnez-vous maintenant. Parce que ce que vous allez apprendre aujourd'hui, aucun livre d'école ne vous l'a jamais raconté. L'histoire commence. Le 15 octobre 1793, à 9 h du matin, une femme entre dans la salle du tribunal révolutionnaire. Elle porte une robe noire, usée, trop large pour son corps amaigri. Ses cheveux, autrefois poudrés et coiffés avec art, sont maintenant blancs et coupés courts. Elle avance lentement, le dos voûté, les yeux cernés par des mois d'insomnie. Les spectateurs qui se pressent dans les tribunes peinent à reconnaître celle qui fut, il y a 4 ans à peine, la femme la plus enviée d'Europe. Marie-Antoinette a 37 ans. Elle en paraît le double. La salle est bondée. Des centaines de Parisiens se sont levés avant l'aube pour assister au spectacle. Dans les premiers rangs, les tricoteuses, ces femmes du peuple qui ne manquent jamais une exécution, commentent à voix haute l'apparence de l'accusé. Certaines ricanent, d'autres restent silencieuses, troublées par ce qu'elles voient, car cette femme décharnée, cette ombre tremblante, ne ressemble en rien à la louve autrichienne des pamphlets. Elle ressemble à une mère épuisée, à une femme brisée. Le procès a commencé la veille et s'est prolongé toute la nuit. Les accusations s'accumulent depuis des heures. Trahison, intelligence avec l'ennemi, dilapidation des finances du royaume, conspiration contre la République. Mais ce matin, le substitut du procureur, Jacques-René Hébert, s'apprête à lire une accusation d'un tout autre ordre. Une accusation si monstrueuse qu'elle va provoquer un malaise jusque dans les rangs des révolutionnaires les plus endurcis. Hébert se lève. Il tient dans ses mains un document qu'il brandit comme une preuve irréfutable. Sa voix résonne dans la salle quand il prononce les mots qui vont marquer l'histoire. La reine, affirme-t-il, a commis des actes incestueux avec son propre fils. Le petit Louis-Charles, 8 ans, aurait été corrompu par sa mère. L'enfant lui-même, manipulé par ses geôliers, pendant des semaines, a signé une déclaration qui l'atteste. Un murmure parcourt l'assistance. Même les plus hostiles à la reine semblent stupéfaits. L'accusation est si grotesque, si évidemment fabriquée, que plusieurs jurés baissent les bœufs, baisent les yeux. Dans les tribunes, des femmes du peuple détournent le regard. Comment peut-on accuser une mère d'avoir abusé de son enfant sur la foi d'un témoignage extorqué à un garçon de 8 ans terrorisé par ses gardiens? Marie-Antoinette reste d'abord silencieuse, puis, lentement, elle se redresse. Pour la première fois depuis le début du procès, quelque chose ressemblant à de la dignité revient sur son visage. Elle regarde Hébert droit dans les yeux, et elle prononce une phrase qui va traverser les siècles. « Si je n'ai pas répondu, c'est que la nature se refuse à répondre à une pareille accusation faite à une mère. J'en appelle à toutes les mères qui sont ici. » Le silence qui suit est assourdissant. Dans les tribunes, plusieurs femmes essuient leurs yeux. Même les tricoteuses, venues pour voir tomber la tête de la putain autrichienne, restent à muettes. L'accusation est allée trop loin. Hébert a voulu porter le coup fatal,
mais il a révélé au grand jour la mécanique du procès. Ce n'est pas un tribunal, c'est une mise à mort programmée. Pourtant, et c'est là que l'histoire devient troublante, cette accusation monstrueuse n'est pas née de nulle part. Elle n'a pas été inventée dans la fièvre révolutionnaire de 1793. Elle est l'aboutissement d'une campagne de destruction qui a duré près de 20 ans, une campagne méthodique, financée, organisée, qui a transformé une jeune princesse autrichienne en symbole de tous les vices, car avant d'être accusée d'inceste, Marie-Antoinette a été accusée de tout le reste: adultère, nymphomanie, relations avec des femmes, orgie au Petit Trianon, liaison avec son beau-frère, avec des gardes, avec des ambassadeurs étrangers, des centaines de pamphlets, des milliers de gravures, des dizaines de fausses biographies ont circulé dans toute la France pendant 15 ans. Et quand la Révolution a éclaté, le terrain était déjà préparé. Le peuple n'avait pas besoin de preuves. Il savait déjà que la reine était une dépravée. Mais qui a fabriqué ces rumeurs? Qui a financé ces pamphlets? Et pourquoi les accusations sexuelles étaient-elles l'arme la plus efficace pour détruire une femme au pouvoir? Pour comprendre, il faut d'abord mesurer ce que signifiait l'honneur féminin à la cour de France. Car Marie-Antoinette n'est pas la première victime de ce système, elle n'est que la plus célèbre. À Versailles, comme dans toutes les cours d'Europe, la réputation d'une femme reposait sur un équilibre fragile. 3 piliers soutenaient son honneur, et il suffisait d'en ébranler un seul pour que tout s'effondre. Le premier pilier, c'était la chasteté. Une femme noble devait être irréprochable dans sa conduite sexuelle. Toute suspicion d'infidélité, même infondée, pouvait entraîner des conséquences dramatiques. Une épouse soupçonnée d'adultère pouvait être répudiée, envoyée au couvent, privée de ses enfants. Son mari avait le droit de la faire enfermer par simple lettre de cachet, sans procès, sans recours. La chasteté n'était pas une vertu personnelle, c'était une obligation sociale, une garantie que les enfants portaient bien le sang de leur père. Dans un monde où l'héritage et le lignage déterminaient tout, le corps des femmes était un enjeu politique. Le deuxième pilier, c'était la discrétion. Une femme qui parlait trop, qui se montrait trop, qui brillait trop dans les salons ou les cercles de pouvoir, s'exposait immédiatement aux rumeurs. Si elle avait de l'influence, c'est qu'elle l'avait obtenue par des moyens inavouables. Si elle était écoutée par les hommes, c'est qu'elle savait les séduire. La visibilité féminine était automatiquement suspecte. Une femme vertueuse devait rester dans l'ombre de son mari, gérer sa maison, élever ses enfants et surtout ne jamais faire parler d'elle. Le troisième pilier, c'était la soumission. Une femme qui exerçait une influence politique, qui conseillait un roi ou un ministre, qui prenait des décisions, franchissait une ligne invisible. Elle n'était plus une épouse ou une mère. Elle devenait une intrigante, une manipulatrice, une femme qui utilisait son corps pour obtenir ce que son esprit n'aurait jamais dû lui permettre d'atteindre. Et dès lors, toutes les accusations devenaient crédibles. Ces 3 piliers ont structuré la vie des femmes de pouvoir pendant des siècles. Catherine de Médicis, régente de France, a été accusée d'empoisonner ses ennemis et de pratiquer la sorcellerie. La reine Margot, fille de Catherine, a été victime de rumeurs d'inceste avec ses propres frères, des rumeurs lancées, selon certains, elle historien, par sa mère elle-même. Madame de Pompadour, favorite de Louis XV, a été traitée de prostituée dans des centaines de pamphlets qui la décrivaient comme une marchande de poissons parvenue au lit du roi par la ruse et la débauche. Ces accusations n'étaient jamais des accidents. Elles n'étaient jamais de simples débordements populaires. Elles étaient fabriquées, commanditées, diffusées par des factions rivales, des princes écartés du pouvoir, des ministres disgracés, des ennemis politiques qui avaient compris une vérité fondamentale. Pour détruire un homme, il fallait attaquer ses idées, ses décisions, ses échecs. Pour détruire une femme,
il suffisait d'attaquer son corps. Et c'est dans ce contexte que Marie-Antoinette est arrivée en France, une jeune fille de 14 ans, envoyée par sa mère pour sceller une alliance entre deux empires. Elle ne savait pas qu'elle venait d'entrer dans un piège dont elle ne sortirait jamais. Le 14 mai 1770, sur une petite île au milieu du Rhin, une scène extraordinaire se déroule. L'île s'appelle l'île des Épis. Elle marque la frontière entre le Saint-Empire romain germanique et le Royaume de France. Et ce jour-là, elle devient le théâtre d'un rituel aussi ancien que les monarchies européennes. Une jeune fille de 14 ans descend d'un carrosse autrichien. Elle s'appelle Maria Antonia Josepha Johanna von Habsburg-Lothringen. Dans quelques heures, elle n'existera plus. À sa place naîtra Marie-Antoinette, dauphine de France, future reine d'un royaume qu'elle n'a jamais vu. Mais avant de fouler le sol français, elle doit se soumettre à une cérémonie étrange. On la conduit dans un pavillon, construit spécialement pour l'occasion. Là, des dames de la cour française l'attendent. Elles vont la déshabiller entièrement. Chaque vêtement autrichien doit être retiré. Chaque bijou, chaque ruban, chaque épingle à cheveux. On lui enlève jusqu'à sa chemise de corps, puis on la rhabille, de la tête aux pieds, avec des vêtements français. Ces dames de compagnie autrichienne, qui l'ont accompagnée depuis Vienne, doivent faire demi-tour. Elles n'iront pas plus loin. Marie-Antoinette entre en France nue, symboliquement dépouillée de tout ce qui la rattachait à son pays natal. Ce rituel porte un nom. On l'appelle la remise de la princesse. Il est censé marquer la rupture totale avec le passé, la naissance d'une nouvelle identité. Mais pour Marie-Antoinette, il annonce autre chose. Il annonce qu'en France, elle n'appartiendra plus à elle-même. Son corps, ses gestes, ses paroles, tout sera scruté, commenté, jugé. Elle est devenue la propriété du royaume. Le voyage vers Versailles ressemble à un conte de fées. Dans chaque ville traversée, les foules se pressent pour apercevoir la dauphine. On lance des fleurs sur son passage. On crie son nom. Les poètes composent des odes en son honneur. Louis XV lui-même, le roi vieillissant, est charmé par cette adolescente vive et souriante qui tranche avec la morosité de la cour. Tout semble promettre un avenir radieux. Mais dans les couloirs de Versailles, les murmures ont déjà commencé. Le problème, c'est le dauphin. Louis-Auguste, futur Louis XVI, a 15 ans. C'est un adolescent gauche, timide, passionné par la serrurerie et la chasse, mais visiblement terrifié par les femmes. Le soir des noces, toute la cour attend. Selon la tradition, le mariage doit être consommé immédiatement et des témoins doivent pouvoir l'attester. Mais cette nuit-là, rien ne se passe. Le lendemain non plus, ni la semaine suivante, ni le mois suivant. Les semaines deviennent des mois, les mois deviennent des années. Et le mariage du dauphin de France reste non consommé. Ce secret, qui aurait dû rester dans l'intimité de la chambre royale, devient rapidement le sujet de conversation de toutes les cours d'Europe. La Königsschicht, ambassadeurs envoient des rapports détaillés à leur souverain. L'ambassadeur d'Autriche, le comte de Mercy-Argenteau, écrit régulièrement à l'impératrice Marie-Thérèse pour la tenir informée. Chaque mois, il doit répondre à la même question angoissée. Le mariage est-il enfin consommé? Et chaque mois, la réponse est non. Marie-Thérèse est désespérée. Elle a envoyé sa fille en France pour sceller une alliance cruciale entre les Habsbourg et les Bourbons. Si le mariage échoue, si aucun héritier ne naît, l'alliance s'effondre. Et la responsabilité, aux yeux du monde, retombera sur Marie-Antoinette. Car dans la logique de l'époque, si un homme ne peut pas accomplir son devoir conjugal, c'est forcément que la femme ne sait pas l'y encourager. Les lettres que Marie-Thérèse envoie à sa fille pendant cette période sont d'une dureté surprenante. L'impératrice reproche à Marie-Antoinette sa frivolité, ses dépenses, ses amitiés trop visibles. Elle l'accuse de ne pas savoir captiver son mari, de préférer les bals et les spectacles à ses devoirs d'épouse. Dans une lettre de 1775, elle écrit ces mots terribles. On dit ici
que vous avez des favoris et des favorites, que vous passez vos nuits à jouer et à danser. Songez que vous êtes dauphine de France et que votre conduite doit être irréprochable. Marie-Antoinette reçoit ces reproches comme des coups. Elle sait que le problème ne vient pas d'elle. Louis-Auguste souffre d'un phimosis, une malformation bénigne du prépuce qui rend les rapports sexuels extrêmement douloureux. Une intervention chirurgicale simple pourrait régler le problème, mais le dauphin, puis le roi, repoussent sans cesse l'opération. Il a peur, il a honte, et pendant ce temps, sa femme subit seule le poids des rumeurs, car les rumeurs, elles, n'attendent pas. Si le roi ne touche pas sa femme, c'est qu'elle ne lui plaît pas. Si elle ne lui plaît pas, c'est qu'elle est froide, ou laide, ou incompétente, et si elle passe ses soirées à danser avec d'autres hommes, c'est qu'elle cherche ailleurs ce que son mari ne lui donne pas. La logique est implacable, et elle est entièrement tournée contre Marie-Antoinette. C'est dans ce contexte que les premiers pamphlets commencent à circuler. Dès 1774, l'année où Louis XVI monte sur le trône, des libelles anonymes apparaissent dans les rues de Paris. Ils ne sont pas encore pornographiques, pas encore, mais ils posent les bases de ce qui va suivre. Ils décrivent une reine frivole, dépensière, entourée de favoris suspects. Ils suggèrent, sans encore l'affirmer ouvertement, qu'elle mène une vie dissolue. Marie-Antoinette commet alors une erreur fatale. Pour échapper à l'atmosphère étouffante de Versailles, pour fuir les regards qui la jugent en permanence, elle se réfugie au Petit Trianon. Ce petit château, offert par Louis XVI, devient son refuge. Elle y crée un monde à part, loin des règles rigides de la cour. Elle y invite ses amis proches, organise des fêtes intimes, joue la comédie dans un petit théâtre privé. Elle y vit, pour quelques heures, comme une femme ordinaire. Mais ce qui est pour elle une respiration devient pour ses ennemis une arme. Le Petit Trianon, ce lieu secret où la reine se retire avec ses favoris, devient dans les pamphlets le théâtre de toutes les débauches. On y organise, dit-on, des orgies. On y reçoit des amants. On y pratique des vices que la plume ose à peine décrire. Personne n'a jamais assisté à ces scènes, personne ne peut les prouver, mais tout le monde en parle. Et puis, en 1777, quelque chose change enfin. Après 7 ans de mariage non consommé, Louis XVI se décide à subir l'opération. Elle réussit. Quelques mois plus tard, Marie-Antoinette est enceinte. En décembre 1778, elle donne naissance à une fille, Marie-Thérèse Charlotte. 3 ans plus tard, en 1781, naît enfin l'héritier tant attendu, le dauphin Louis-Joseph. On pourrait croire que ces naissances vont faire taire les rumeurs, que la preuve évidente de la maternité de Marie-Antoinette va mettre fin aux accusations. Mais c'est exactement le contraire qui se produit. Les pamphlets deviennent plus violents, plus explicites, plus pornographiques. Car maintenant, une nouvelle question se pose. Si le roi était impuissant pendant 7 ans, qui est vraiment le père de ses enfants? La machine à détruire Marie-Antoinette ne fait que commencer à tourner. Et ceux qui l'alimentent ne sont pas des révolutionnaires. Ils ne viennent pas du peuple. Ils dînent à Versailles. Ils portent des titres de noblesse. Et ils ont des raisons très précises de vouloir la chute de la reine. À partir de 1774, une véritable industrie se met en place dans l'ombre. Une industrie clandestine, mais remarquablement organisée. Une industrie qui va produire, pendant 15 ans, des centaines de pamphlets destinés à détruire la réputation de Marie-Antoinette. Les historiens les appellent les libelles. À l'époque, on les appelle simplement les mauvais livres. Et ils vont changer le cours de l'histoire de France. Ces pamphlets ne sont pas imprimés à Paris. La censure royale y est trop sévère. Ils sont fabriqués à Londres, à Amsterdam, dans les villes libres du Saint-Empire, parfois dans des imprimeries clandestines, installées juste de l'autre côté des frontières françaises. De là, ils sont introduits en France par des réseaux de contrebandiers qui connaissent chaque chemin de traverse, chaque garde corruptible, chaque faille dans le système de contrôle.
Les ballots de livres interdits voyagent cachés dans des tonneaux de vin dissimulés sous des chargements de tissus, transportés par des colporteurs qui risquent les galères s'ils sont pris. Mais le risque en vaut la peine, car ces libelles se vendent extraordinairement bien. Ils circulent sous le manteau, dans les salons parisiens, dans les cafés, dans les marchés. On se les prête, entre amis. On les lit à voix haute, dans les arrière-boutiques. On les recopie à la main quand les exemplaires imprimés viennent à manquer. Et leur contenu devient, peu à peu, une vérité admise par tous. Les premiers pamphlets sont relativement modérés. Ils critiquent les dépenses de la reine, ses toilettes extravagantes, ses fêtes au petit Trianon. Ils la présentent comme une étrangère qui ne comprend pas la France, une Autrichienne qui méprise les traditions du royaume. Mais très vite, le ton change. Les accusations deviennent sexuelles, et la violence de ces textes dépasse tout ce que la France a connu jusqu'alors. En 1779 paraît un pamphlet intitulé « Les amours de Charlot et Toinette ». Charlot, c'est le surnom du comte d'Artois, le plus jeune frère du roi. Toinette, c'est Marie-Antoinette. Le texte décrit en détail une liaison incestueuse entre la reine et son beau-frère. Il invente des scènes d'une obscénité calculée, des dialogues pornographiques, des descriptions anatomiques. Tout est faux, tout est inventé. Mais le pamphlet circule dans toute la France et des milliers de lecteurs le prennent pour argent comptant. D'autres suivent. Essai historique sur la vie de Marie-Antoinette, publié en 1781, se présente comme une biographie véridique de la reine. En réalité, c'est un catalogue de toutes les accusations imaginables. Adultère avec des dizaines d'amants, relations avec des femmes, notamment avec la duchesse de Polignac, sa favorite. Orgie au petit Trianon, où la reine recevrait des gardes du corps, des ambassadeurs, des inconnus ramassés dans les jardins de Versailles. Chaque page est plus explicite que la précédente. Chaque chapitre ajoute de nouveaux vices à la liste. En 1789, juste avant la Révolution, paraît « La vie privée, libertine et scandaleuse de Marie-Antoinette ». Ce texte rassemble toutes les accusations des années précédentes en un seul volume. Il est accompagné de gravures pornographiques montrant la reine dans des positions humiliantes. Ces images vont circuler pendant des années. Elles seront reproduites, copiées, affichées sur les murs de Paris pendant la Terreur. Mais qui finance cette industrie de la haine? Qui commande ces pamphlets, paie les imprimeurs, organise les réseaux de distribution? La réponse est troublante. Ce ne sont pas des révolutionnaires. Ce ne sont pas des ennemis du régime. Ce sont des aristocrates, des princes du sang, des membres de la famille royale elle-même. Le principal suspect, c'est Philippe d'Orléans, duc de Chartres puis duc d'Orléans, cousin germain de Louis XVI. Philippe est l'homme le plus riche de France après le roi. Il possède le palais royal, à Paris, qu'il a transformé en un lieu de plaisir où se côtoient café, théâtre, maison de jeu et prostituées. Il déteste la reine, qui lui a fermé les portes de Versailles après une querelle d'étiquette. Et surtout, il a une ambition secrète. Si Louis XVI venait à tomber, si la branche aînée des Bourbons était écartée du pouvoir, c'est lui qui monterait sur le trône. Les historiens ont retrouvé des traces de paiements effectués par l'entourage du duc d'Orléans à des imprimeurs londoniens. Ils ont identifié des intermédiaires, des agents qui faisaient ainsi le lien entre le palais royal et les officines de propagande. La preuve absolue manque encore. Philippe d'Orléans n'a jamais été formellement accusé de son vivant. Mais le faisceau d'indices est accablant. L'homme qui votait la mort de son cousin Louis XVI, en janvier 1793, avait préparé le terrain depuis des années, pamphlet après pamphlet. Et puis, en 1785, un scandale éclate qui va porter le coup fatal à la réputation de Marie-Antoinette. Un scandale qu'elle n'a pas provoqué, auquel elle n'a pas participé, dont elle est totalement innocente. Et pourtant, c'est elle qui va en payer le prix. L'affaire commence par un collier de diamants,
d'une valeur astronomique, plus d'1 600 000 livres, créé par les joailliers Beumer et Bassange pour la comtesse du Barry, favorite de Louis XV. Mais le roi est mort avant de l'offrir, et le collier est resté invendu. Les joailliers, au bord de la faillite, cherchent désespérément un acheteur. Ils pensent à Marie-Antoinette. La reine refuse. Elle n'aime pas ce collier ostentatoire. Elle sait que ses dépenses sont critiquées. Elle dit non, clairement, définitivement. Mais quelqu'un d'autre a une idée. Jeanne de Valois, comtesse de La Motte, est une aventurière issue d'une branche bâtarde de la famille royale. Elle descend, par les femmes, d'Henri II. Mais sa famille était tombée dans la misère, et Jeanne a grandi dans la pauvreté, rongée par le sentiment d'avoir été spoliée de son rang. Elle est belle, intelligente, totalement dénuée de scrupules, et elle va monter l'une des escroqueries les plus audacieuses du siècle. Jeanne de La Motte se rapproche du cardinal de Rohan, grand aumônier de France, un homme vaniteux et crédule, qui rêve de retrouver les faveurs de la reine. Marie-Antoinette le déteste depuis des années, depuis qu'il a insulté sa mère dans des dépêches diplomatiques. Mais le cardinal refuse de l'admettre. Il est persuadé qu'il peut regagner sa confiance. Jeanne lui fait croire qu'elle est l'amie intime de la reine. Elle lui montre de fausses lettres, signées Marie-Antoinette de France, une signature que la vraie reine n'a jamais utilisée. Elle organise même un rendez-vous nocturne dans les jardins de Versailles, où le cardinal rencontre une femme voilée qu'il prend pour la reine. C'est en réalité une prostituée parisienne qui lui ressemble vaguement. Puis vient le piège final. Jeanne demande au cardinal d'acheter le fameux collier pour la reine, en secret, comme preuve de sa loyauté. Le cardinal accepte. Il signe des lettres de change. Les joailliers livrent le collier. Et Jeanne de La Motte disparaît avec les diamants, qu'elle fait démonter et vendre pièce par pièce. Quand l'escroquerie est découverte, le scandale explose. Le cardinal est arrêté. Jeanne de La Motte est jugée, condamnée, marquée au fer rouge sur les 2 épaules. Mais l'opinion publique ne retient qu'une chose. Le cardinal de Rohan, un prince de l'Église, a pu croire que la reine de France lui donnait des rendez-vous nocturnes dans les bosquets de Versailles. Il a pu croire qu'elle lui envoyait des lettres d'amour, et, s'il l'a cru, c'est que cette idée n'était pas invraisemblable. Les années de pamphlets avaient fait leur œuvre. Marie-Antoinette était désormais capable de tout dans l'esprit du public. Napoléon, des années plus tard, résumera l'affaire en une phrase. Le procès du collier a été le prologue de la Révolution. L'affaire du collier s'est terminée par un acquittement. Le cardinal de Rohan a été déclaré innocent par le Parlement de Paris, blanchi de toute accusation de vol ou de complicité. Cette décision, rendue le 30 et 1 mai 1786, aurait dû clore l'affaire. Elle aurait dû, logiquement, redorer l'image de Marie-Antoinette, puisque le procès avait prouvé qu'elle n'avait jamais demandé ce collier, jamais rencontré le cardinal en secret, jamais participé à cette escroquerie. Mais c'est exactement le contraire qui s'est produit. Quand la nouvelle de l'acquittement se répand dans Paris, des foules en liesse envahissent les rues pour célébrer le cardinal. On tire des feux d'artifice, on chante des chansons qui moquent la reine, on brûle son effigie dans certains quartiers. Le message est clair. Le peuple de Paris n'a pas cru un instant à l'innocence de Marie-Antoinette. Pour lui, l'acquittement du cardinal est une victoire contre la tyrannie royale, contre cette Autrichienne qui voulait faire condamner un prince de l'Église pour couvrir ses propres turpitudes. Marie-Antoinette comprend, ce jour-là, qu'elle a perdu une bataille qu'elle ne savait même pas mener. Elle écrit à son frère Joseph II, empereur d'Autriche, une lettre d'une lucidité déchirante. « Je suis tremblante de voir que tout me fait mal et que ceux qui devraient me défendre sont les premiers à m'accabler. » Elle sent que quelque chose s'est brisé définitivement, que la vérité ne compte plus, que son image publique lui échappe totalement. Les 3 années qui suivent l'affaire du collier sont une descente aux enfers. Les pamphlets redoublent de violence. De nouveaux textes apparaissent,
plus explicites encore, plus diffamatoires. On accuse maintenant la reine d'être une espionne à la solde de l'Autriche, de trahir les intérêts de la France, d'envoyer de l'or à ses frères pour financer des guerres contre le royaume. Le surnom de l'Autrichienne se transforme en l'autre chienne, un jeu de mots obscènes qui résume tout le mépris qu'on lui porte. Et puis, en 1789, la Révolution éclate. Le 14 juillet, la Bastille tombe. Le 5 octobre, une foule de femmes parisiennes marche sur Versailles pour réclamer du pain. Elles envahissent le château, tuent des gardes, manquent de peu de massacrer la reine elle-même. Marie-Antoinette, tirée de son lit à l'aube, doit fuir par un passage secret pour rejoindre les appartements du roi. Quelques heures plus tard, la famille royale est ramenée à Paris sous escorte, prisonnière dans tout sauf le nom. Pendant les 3 années suivantes, Marie-Antoinette vit aux Tuileries dans une captivité dorée qui se resserre peu à peu. Elle assiste, impuissante, à l'effondrement du monde qu'elle a connu. La monarchie constitutionnelle, instaurée en 1791, ne dure qu'1 an. Le 10 août 1792, les Tuileries sont prises d'assaut. La famille royale est emprisonnée au Temple, et les pamphlets, ces pamphlets qui circulent depuis 15 ans, deviennent des pièces à conviction, car les révolutionnaires ne se contentent pas d'accuser Louis XVI de trahison politique. Ils veulent prouver que la monarchie tout entière était pourrie, corrompue jusqu'à la moelle. Et pour cela, ils ont besoin de Marie-Antoinette. Ils ont besoin de montrer que la reine de France était une dépravée, une nymphomane, une femme capable des pires abominations. Les libelles pornographiques des années précédentes sont ressortis, réimprimés, distribués gratuitement dans les rues de Paris. Ce qui était autrefois une propagande clandestine devient une vérité officielle. Le 21 janvier 1793, Louis XVI est guillotiné. Marie-Antoinette, désormais simplement appelée la veuve Capet, reste enfermée au Temple avec ses enfants. Mais, en août, on lui arrache son fils, le petit Louis-Charles, âgé de 8 ans. On le confie à un cordonnier nommé Simon, chargé de lui faire oublier qu'il est prince, de le transformer en bon sans-culotte. Et c'est dans les mains de cet homme que l'arme finale contre Marie-Antoinette va être forgée. Simon, encouragé par les autorités révolutionnaires, soumet l'enfant à un traitement que les historiens qualifient aujourd'hui de torture psychologique. On lui fait boire de l'alcool, on lui apprend des chansons obscènes, on le pousse à insulter sa mère, à la traiter de prostituée, à affirmer qu'elle l'a corrompue. L'enfant, terrorisé, finit par signer une déclaration accusant sa propre mère d'attouchement sexuel. Cette déclaration sera lue au procès. Pendant ce temps, une autre femme marche vers l'échafaud. Elle s'appelle Olympe de Gouges. Son vrai nom est Marie Gouze et elle est née à Montauban en 1748, fille illégitime, dit-on, d'un aristocrate qui ne l'a jamais reconnue. Elle est devenue écrivaine, dramaturge, pamphlétaire. En 1791, elle a publié la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, un texte révolutionnaire qui affirmait que la femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Olympe de Gouges n'a rien à voir avec Marie-Antoinette. Elle est républicaine, favorable à la Révolution, hostile à la monarchie absolue. Mais elle a commis un crime impardonnable aux yeux des hommes qui dirigent la Convention. Elle a osé parler, elle a osé écrire, elle a osé avoir des opinions politiques et les exprimer publiquement. Et quand elle s'oppose à la condamnation à mort de Louis XVI, quand elle dénonce les excès de la terreur, elle devient une cible. Le 3 novembre 1793, 2 semaines après Marie-Antoinette, Olympe de Gouges monte à son tour sur l'échafaud. Parmi les accusations portées contre elle figure celle-ci: elle a oublié les vertus de son sexe. Dans le rapport qui justifie son exécution, le procureur Chaumette écrit « Rappelez-vous cette virago, cette femme-homme, l'impudente Olympe de Gouges, qui la première institua des sociétés de femmes,
qui abandonna les soins de son ménage pour se mêler de la République. Le message est limpide. Une femme qui parle en public est une prostituée. Une femme qui a des opinions politiques est une dépravée. Une femme qui refuse de rester à sa place mérite la mort. La logique qui a détruit Marie-Antoinette s'applique à toutes les femmes qui osent exister en dehors du cadre assigné. Olympe de Gouges n'était pas reine. Elle n'avait pas de fortune, pas de château, pas de robe de soie, mais elle a subi les mêmes accusations, la même mécanique de destruction. On ne l'a pas guillotinée pour ses idées, on l'a guillotinée pour avoir osé les exprimer, pour avoir oublié qu'une femme, dans la France de 1793, devait se taire. Et il y a toutes les autres, les anonymes, les milliers de femmes enfermées à la salpêtrière pour débauche, sur simple dénonciation d'un voisin, d'un mari jaloux, d'un père offensé. Les épouses répudiées parce qu'on les soupçonnait d'infidélité. Les filles séduites puis abandonnées, chassées de leur famille, réduites à la mendicité ou à la prostitution. Ces femmes n'ont pas laissé de traces dans les livres d'histoire. Personne n'a écrit leur nom, mais elles ont été broyées par le même système, victimes des mêmes accusations, détruites par la même arme invisible. Car c'est bien d'une arme qu'il s'agit, une arme perfectionnée au fil des siècles, affûtée par des générations d'hommes qui avaient là compris son efficacité redoutable. Pour détruire une femme, il n'était pas nécessaire de prouver quoi que ce soit, il suffisait d'accuser. La rumeur faisait le reste. Revenons maintenant à cette salle du tribunal révolutionnaire, le 15 octobre 1793. Marie-Antoinette vient de prononcer sa réponse à l'accusation d'inceste. J'en appelle à toutes les mères qui sont ici. Un silence pesant s'est abattu sur l'assistance. Même les juges semblent mal à l'aise. L'accusation est allée trop loin, et tout le monde le sait. Mais ce malaise ne change rien au verdict. Quelques heures plus tard, Marie-Antoinette est condamnée à mort. Le lendemain matin, le 16 octobre, à 12h15, elle monte sur l'échafaud, dressée place de la Révolution, l'actuelle place de la Concorde. Elle a les mains liées dans le dos. Ses cheveux blancs ont été coupés par le bourreau. Elle porte une simple chemise blanche, devenue grise à force d'être lavée. Elle a 37 ans. Elle en paraît 60. La foule massée autour de l'échafaud est immense. Des dizaines de milliers de Parisiens sont venus assister au spectacle. Certains crient des injures, d'autres restent silencieux, troublés par la dignité de cette femme qui marche vers la mort sans trembler. Quand la lame tombe, un cri s'élève de la foule, mais ce n'est pas un cri de joie, c'est un soupir, comme si Paris tout entier expirait une tension accumulée pendant des années. Marie-Antoinette est morte, mais la question demeure. Comment en est-on arrivé là? Comment une jeune princesse de 14 ans, accueillie par les acclamations d'un peuple en liesse, est-elle devenue, en moins de 25 ans, le symbole de tous les vices, la femme la plus haïe de France, une créature qu'il fallait exterminer pour purifier la nation? La réponse tient en quelques mots. Marie-Antoinette a été détruite par une arme invisible, une arme plus efficace que le poison ou l'assassinat. Cette arme, c'est l'accusation sexuelle. Pendant 15 ans, des centaines de pamphlets ont façonné son image publique. Ils ont transformé une reine en prostituée, une mère en incestueuse, une femme en monstre. Et quand la Révolution a cherché des coupables, le terrain était déjà préparé. Il ne restait plus qu'à récolter ce que la propagande avait semé. Mais pourquoi cette arme était-elle si efficace? Pourquoi les accusations sexuelles fonctionnaient-elles mieux que n'importe quelle autre forme de calomnie contre les femmes de pouvoir? Les historiens qui ont étudié cette question ont identifié plusieurs mécanismes qui se renforcent mutuellement et créent un piège dont il est presque impossible de s'échapper. Le premier mécanisme, c'est l'impossibilité de la réfutation. Comment prouver qu'on n'a pas eu de relation secrète? Comment démontrer l'absence de quelque chose qui, par définition, se serait passé dans l'ombre? Toute tentative de défense devient suspecte. Si la reine nie avec trop de véhémence, c'est qu'elle a quelque chose à cacher.
si elle garde le silence, c'est qu'elle ne peut pas nier. L'accusation crée sa propre vérité, indépendamment des faits. Le deuxième mécanisme, c'est la contamination de l'entourage. Une femme accusée d'adultère ou de débauche ne se déshonore pas seulement elle-même. Elle déshonore son mari, qui devient un cocu incapable de contrôler sa femme. Elle déshonore son père, qui l'a mal élevée. Elle déshonore ses enfants, dont la légitimité devient douteuse. En attaquant le corps d'une femme, on attaque toute sa famille, tout son réseau, toute sa position sociale. C'est une arme de destruction massive, déguisée en ragot de salon. Le troisième mécanisme, c'est la dépolitisation du conflit. Quand une femme exerce une influence politique, quand elle conseille un roi ou prend des décisions, ses adversaires ont deux options. Ils peuvent contester ses idées, débattre de ses choix, argumenter sur le fond, ou ils peuvent attaquer son corps, réduire son intelligence à de la manipulation séductrice, transformer sa parole publique en bavardage de prostituées. La deuxième option est toujours plus facile. Elle dispense de répondre aux arguments. Elle ramène la femme à sa condition de corps, de chair, d'objet sexuel. Le quatrième mécanisme, c'est la mobilisation des émotions primitives. Les pamphlets pornographiques contre Marie-Antoinette ne se contentaient pas d'accuser. Ils décrivaient, ils détaillaient, ils mettaient en scène des corps nus, des gestes obscènes, des dialogues explicites. Cette pornographie politique fonctionnait sur deux registres simultanés. Elle provoquait l'indignation morale, bien sûr, mais elle provoquait aussi l'excitation, la curiosité malsaine, le plaisir trouble de lire ce qui est interdit. Les libelles se vendaient précisément parce qu'ils excitaient autant qu'ils indignaient. Ils transformaient la haine de la reine en spectacle, en divertissement, en consommation. L'historienne Chantal Thomas, qui a consacré des années à étudier ces pamphlets, résume le phénomène en une phrase lumineuse. Elle écrit que les libelles contre Marie-Antoinette ont inventé une nouvelle forme de violence politique, la destruction d'une femme par la sexualisation systématique de son image. Cette invention n'a pas disparu avec la Révolution française. Elle a survécu, s'est adaptée, a trouvé de nouveaux supports au fil des siècles. Car si l'on y réfléchit, les mécanismes qui ont détruit Marie-Antoinette n'appartiennent pas au passé. Ils sont toujours là, sous des formes différentes. Aujourd'hui encore, quand une femme accède au pouvoir, quand elle prend la parole dans l'espace public, quand elle dérange l'ordre établi, les premières attaques visent rarement ses idées. Elles visent son corps, sa vie privée, sa moralité sexuelle. Les supports ont changé. Les pamphlets sont devenus des tweets, des montages photos, des rumeurs virales. Mais la logique reste identique. Une femme qui dérange est d'abord une femme dont on scrute l'intimité. Aux Archives nationales de France, dans des boîtes en carton soigneusement étiquetées, dorment encore les pamphlets originaux contre Marie-Antoinette. Des liasses de papier jauni, des gravures obscènes, des textes dont la violence surprend encore aujourd'hui. Au XIXe siècle, certains archivistes ont voulu les détruire, jugeant ces documents trop indécents pour être conservés. D'autres ont compris leur valeur historique. Ces pamphlets ne témoignent pas de la débauche de Marie-Antoinette, qui n'a jamais existé. Ils témoignent de la violence d'un système, de la brutalité d'une société qui broyait les femmes visibles. Dans une lettre à sa mère, écrite en 1775, Marie-Antoinette avait pressenti son destin. Elle écrivait ces mots, avec une lucidité qui glace le sang. « Je sais qu'on dit de moi 1000 choses qui ne sont pas vraies, mais comment me défendre contre des ombres ?» Elle avait compris, 20 ans avant son exécution, qu'elle luttait contre un ennemi invisible, insaisissable, impossible à vaincre. Marie-Antoinette a été guillotinée le 16 octobre 1793. Son véritable crime n'était ni l'inceste, ni la débauche, ni même la trahison. Son véritable crime était d'avoir été une femme visible dans un monde
qui ne supportait pas que les femmes soient vanes, soient vues. Les libelles l'avaient condamné bien avant le tribunal révolutionnaire. Et cette leçon de l'histoire résonne encore, plus de 2 siècles plus tard. La calomnie sexuelle n'est jamais un accident, c'est toujours une arme. Et ceux qui la manient savent exactement ce qu'ils font.